Bienvenue dans ce 91e numéro de Terres et Vignes de l'Aube. Comme à chaque fois, ce rendez-vous mensuel est réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, avec nos invités et des reportages, nous allons découvrir ce qui est pour moi de la magie, c'est-à-dire comment transformer ces graines d'orge en bière. Alors de la parcelle à la brasserie en passant par la malterie, aujourd'hui Terres et Vignes vous donne les bases pour comprendre cette transformation. Autre aspect abordé durant cette émission, l'importance économique de cette filière pour le département et bien sûr les rubriques habituelles que je propose de découvrir grâce au sommaire. Bienvenue. Au sommaire de Terres et Vignes de l'Aube, nous découvrirons la transformation des graines d'orge en bière. Nous évoquerons aussi l'importance de ce marché mondialisé avec l'exemple d'une coopérative, des brasseurs et une boutique spécialisée. La rubrique Comment ça marche se consacre à l'intérêt et au fonctionnement des stations météo dans les parcelles viticoles. Et en fin d'émission, la chroniqueuse Béatrice Richard nous rapproche des cieux pour une dégustation insolite de champagne. Un très beau programme et on commence avec trois invités, je vais les présenter au fur et à mesure. On commence avec vous, Jean-Olivier L'Huissier, vous êtes directeur activité agricole au sein du groupe Vivessia. Merci d'être là. Merci. Alors, on commence pas tout de suite avec l'orge, on sait bien que le blé sert à faire du pain, mais l'orge, quels sont ses débouchés finalement? Je l'ai dit, la bière, mais aussi y a-t-il d'autres débouchés? Écoutez, l'orge et notre région, c'est une longue histoire, hein, puisque l'orge, aujourd'hui, c'est près d'1 hectare sur 4 sur notre région. C'est l'équivalent de plus de 100 000 terrains de foot. Cette production, aujourd'hui, est destinée pour l'essentiel à 70% donc, vers les brasseries pour produire des boissons alcoolisées, des bières au whisky. Mais aussi 30% de cette production est destinée à l'alimentation animale sur notre pays, mais aussi au-delà de nos frontières. Bon, question naïve, le sirop d'orge, il y a orge dedans, il y a un lien ou pas? Il y a orge, il y a sucre, oui, il y a du lien. C'est une vieille histoire des bénédictines et il y a encore quelques produits qui sont aujourd'hui élaborés même au niveau du territoire français. Mais c'est absolument marginal. Oui, je me doute. Autre invité, Stéphane Tadizac, vous êtes directeur des usines Malterop à Pringy et Vitry-le-François. Alors, je suppose que les clients de Malterop, on connaît bien Vivessia ici dans le coin, sont surtout en France. Je me trompe ou pas? Alors, Vivessia est une coopérative connue localement. Malterop n'est pas connue du grand public. Pourtant, nous sommes l'un des leaders mondiaux du malt. On représente 10% de la production. Nous sommes implantés avec 27 usines internationalement, là où nous pouvons suivre nos clients qui sont les plus grands brasseurs. Depuis Vitry-le-François, on livre un grand nombre de pays, que ce soit l'Asie, les Philippines, le Cambodge, le Laos, mais aussi de grands pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais aussi toute l'Afrique du Nord. C'est-à-dire là, sur les images, on voit une carte qui se trouve dans une malterie. Ici, il y a de l'orge qui peut être transformée en malt pas très loin et expédiée à l'autre bout du monde? Tout à fait, du Japon jusqu'en Afrique du Sud, en passant bien sûr par l'Europe. Et vous êtes, vous m'avez dit, en termes de classement? On fabrique un des leaders mondiaux, 10% de la production mondiale, ce qui veut dire qu'une bière sur 10 dans le monde est fabriquée à partir du malt de Malterop. Alors, cette consommation mondialisée, est-ce à dire que le marché européen est aujourd'hui saturé? Pourquoi ce choix? Le marché européen est un marché mature sur lequel il n'y a pas de croissance. C'est un marché très segmenté qui aujourd'hui voit du développement dans des bières spéciales de type abbaye, aromatisées, sans alcool, des bières à base de malt de blé. Néanmoins, la croissance mondiale, la consommation mondiale de bière est en progression de 1 à 2% chaque année, avec particulièrement en Asie des croissances de l'ordre de 5% et en Afrique surtout des croissances de l'ordre de 6 à 7%. Mais sur ces derniers marchés, c'est plutôt de la bière standard, de la bière que l'on appelle blonde. Donc pour Vivessia et Malterop, il y a encore du boulot, puisque ce sont des marchés en développement, on l'aura compris. On va revenir avec nos invités dans un instant. Je le disais en début d'émission, transformer des grains d'orge en bière,
pour moi, c'est de la magie. Alors je propose de voir à présent les grands principes de cette transformation, un sujet qui permet aussi de comprendre la grande diversité des recettes. Reportage. À Saint-Martin-de-Bossonnet, Mao a créé l'unique brasserie de l'Aube. De la blonde à la brune ou des cirés spéciales, depuis 2003, la palette de couleurs s'est élargie. On propose un petit peu plus de variété qu'au départ, puisque maintenant on propose 6 bières. Alors on fait un petit peu toutes les couleurs. Les couleurs, elles sont amenées exclusivement par le malt. Le malt, c'est de l'orge de brasserie qui a été germée et puis chauffée. Et en fonction de la température et de la durée de chauffe, vous allez justement obtenir ces différentes colorations de malt. Du plus clair de la blonde finalement, jusqu'à la brune. D'origine belge, Mao a appris tous les secrets de fabrication. L'an passé, 54 000 litres de bière ont été élaborés ici. Alors le malt va nous servir pour faire une infusion. Ensuite, on va aromatiser avec le houblon pour donner l'amertume. La fermentation avec la levure va permettre d'avoir de l'alcool. Et tout ça va durer 1 semaine et 15 jours de garde. Son savoir-faire lui permet d'obtenir une palette de saveurs qui mérite d'être dégustée dans les règles de l'art. Alors moi je conseille au niveau de la dégustation de ne pas prendre les verres droits parce que ça étouffe en fait les arômes. Les blondes sont plutôt des bières légères, une bière plutôt à l'apéritif ou au repas. Les bières ambrées on commence déjà à avoir un petit peu plus de caractère, un peu plus de corps. Et puis les brunes un peu plus âcres, un peu plus corsées. Comme en cuisine, il existe des milliers de variations gustatives. Ici, à Lavaux, les références de bière ne cessent de croître. Bonjour, bienvenue à 1001 bières. Ici, nous avons 1001 références. 1001 références de bière regroupées par thème. Françaises, allemandes, belges, aromatisées, du monde, noires ou trappistes. Et parmi elles, des recettes uniques. La brasserie du Mont Blanc, qui elle brasse avec de l'eau du glacier. Autre exemple, la double chocolate. Donc là, on est sur une bière noire. Il y a des fèves de cacao qui ont été rajoutées lors du brassage. Et ça reste une bière assez complexe, très complexe même, je dirais. Enfin, vous avez la Duchesse de Bourgogne. Alors là, on est sur un autre type de bière. Donc c'est une bière qui est brassée normalement, sauf qu'elle a subi une maturation au fût de chêne, enfin qui est servie au vin. Et donc ça lui donne un côté acide, vineux. C'est plus devenu une bière que de terrasse, ça dépend des goûts. Adrien est donc formel, il existe une bière pour chacun et chaque instant. D'ailleurs, chaque mois, durant 2 heures, il propose une soirée de dégustation et d'échange. Puisqu'il y a un zytologue qui est présent. Donc un zytologue, c'est un œnologue, on va dire, mais pour la bière, ça vient du grec zytos, qui veut dire bière en grec. On parle d'orge, on parle de houblon, etc. Donc ça reste assez large et justement le zytologue est là pour répondre à toutes les questions ou essayer de répondre à toutes les questions. De regarder les bulles, de regarder à travers le verre, de déguster ensuite avec le palais. Tout le monde y trouve son compte à un moment donné. Beaucoup de dames arrivent ici en me disant « moi je n'aime pas la bière, je viens juste pour mon mari ». J'aime leur donner une bière sucrée, cidrée, très légère en alcool et j'aime les voir revenir, du coup reprendre leur bière, la bière que je leur avais conseillée et du coup ça me donne une base pour les guider vers autre chose. Voilà, et peut-être qu'une partie des bières qu'on a vues sont faites avec de l'orge de l'Aube. Jean-Olivier L'Huissier, j'oubliais une question tout à l'heure pour poser un peu les choses. Et l'Aube dans tout ça, est-ce que c'est un département vraiment important et pour vous, Vivesia, en termes de culture de l'orge ? Oui, l'Aube est un département important en termes de production d'orge de brasserie. C'est le deuxième département producteur d'orge de brasserie de printemps derrière le département de la Marne. Et c'est le 6e département français en termes de production d'orge d'hiver. Tout de même. Stéphane Tadisac, je reviens vers vous. Cela a été brièvement évoqué durant le sujet. Est-ce qu'on peut reposer simplement les choses et expliquer comment on transforme l'orge en bière? Question essentielle. Très simplement, quelles sont les étapes? Alors, la première étape, elle se déroule dans la malterie. La transformation de l'orge en malt d'orge ou du blé en malt de blé se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de trempe qui va durer 2 jours, où on va faire pénétrer de l'eau à l'intérieur du grain pour lui donner une activité. Ensuite, on va développer ce grain dans une phase que l'on appelle la germination, qui elle va durer de 4 à 5 jours. Et enfin, pour revenir à l'état de grain stable, conservable dans le temps, il sera séché sur l'étape qu'on appelle le touraillage qui dure 2 jours. Donc un process relativement long puisqu'il s'établit sur 9 jours au total. Juste, je vous rends les graines d'orge. Est-ce que vous pouvez montrer du malt à côté? C'est pas forcément, si vous montrez à l'écran, c'est pas forcément très visuel. Hein. Voilà, là j'ai du malt et je vais aussi vous redonner l'orge.
vraiment les différences de couleurs sont pas... Il faut avoir un œil de spécialiste. Un spécialiste justement de la brasserie, c'est Jean-Bernard Guyot. Vous avez fondé en 2001 la brasserie d'Orgemont. Vous faites même du fromage affiné à la bière, mais ça c'est pas le sujet du jour. J'ai envie de savoir, devant les échantillons de malt, comment vous faites pour les choisir? Vous regardez la couleur de très près, vous dites c'est celui-là qu'il faut. Quelle est la méthode pour choisir? On peut partiellement le reconnaître avec le côté visuel du malt, mais généralement on le choisit en fonction de ses qualités. Il y a principalement 3 critères. Là, il y a la couleur, donc c'est la malterie, enfin il est fabriqué en malterie. Mais vous avez un cahier, un indice de couleur, taux de protéines? Indice de couleur, l'indice EBC, enfin c'est un classement par type de couleur. Et on choisit en fait le malt adéquat en fonction de la bière qu'on veut avoir au final. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme les protéines ou que sais-je qui rentrent en compte? Il y a également les protéines, oui, parce qu'il n'en faut pas trop et pas trop peu. Également le calibrage, puisque des grains trop petits ne sont pas concassés et donc font une perte en rendement en brasserie. Et des grains trop gros font trop de farine et posent des problèmes de filtration pendant le brassage, quoi. Bon, Jean-Olivier L'Huissier, ça m'a l'air bien compliqué pour le brasseur. Vous devez fournir à des clients parfois des tonnes et des tonnes d'orge et de malt en finale. Comment vous faites? Est-ce que parfois vos clients vous imposent de développer un cahier des charges pour obtenir telle couleur, tel taux de protéines? Voilà ce que c'est évidemment un travail en commun, notamment avec Malt Europe, que nous réalisons au quotidien pour tester des variétés avec l'objectif de répondre au mieux au cahier des charges des brasseurs. Et ainsi, ce sont près de 50 variétés qui sont testées chaque année sur près de 1000 parcelles où l'on teste, je dirais, tous les éléments de productivité, bien sûr, mais aussi surtout de qualité, comme le disait tout à l'heure mon voisin. C'est essentiel pour répondre ensuite au cahier des charges des malteurs et bien évidemment des brasseurs. Et vous qui êtes brasseur, donc justement, Jean-Bernard Guyot, les Français préfèrent quoi comme bière? D'une manière générale, plutôt de la bière blonde et assez standard et très peu alcoolisée, aux alentours de 5 degrés. Ça évolue? Et ça évolue, étant donné qu'il y a plus de monde qui tend à avoir des bières spéciales, un peu plus aromatiques et différentes et variées. D'où une augmentation d'ailleurs du nombre de brasseries locales et artisanales qui proposent des produits un peu différents de ce qu'on peut trouver ou de ce qu'on trouve depuis. Juste avant le direct, vous disiez 800 brasseries artisanales, ça représente 2% du marché peut-être, c'est ça? Il y a à peu près 800 brasseries artisanales, ou un petit peu moins, mais bon, on va y arriver très bientôt. Et qui représentent, oui, en effet, entre 2-3% de la consommation de bière totale en France. Alors, une question très brève pour vous deux, qui êtes spécialistes à la fois de la brasserie et du malt. Sur celle-ci, à consommer toujours avec modération, je ne l'ai pas encore dit, c'est très important. Et il y a aussi du blé. Est-ce que finalement, la bière nécessite forcément de l'orge ou pas? La bière ne nécessite pas forcément de l'orge, étant donné qu'on peut faire des bières en Afrique, on peut faire des bières avec du sorgho ou du mil, par exemple, ou du riz en Asie. Enfin, on peut. Après, en Europe, on a toujours fait de la bière avec de l'orge. C'est un produit qu'on peut trouver assez couramment. Et Stéphane Tadisa, pour compléter, l'orge, c'est obligatoire ou pas, que je comprenne bien? Alors, c'est surtout le malt d'orge qui est nécessaire. Que ce soit du malt d'orge ou d'une autre céréale, il faut qu'elle soit maltée pour qu'elle ait des caractéristiques qui permettent ensuite au brasseur de réaliser la bière et à la levure de se développer. Et vous qui êtes à Malt Europe, est-ce que cela nécessite un équipement particulier par rapport à l'orge si vous devez faire du malt blé? Il n'y a pas d'équipement particulier, ce sont les mêmes installations, ce sont juste les recettes de production qui vont différer un peu, mais on est sur un même temps de 9 jours à peu près de production comme pour l'orge. En tout cas, merci à nos 3 invités. On en sait un peu plus sur ce tour de magie. Merci à tous. Vous pouvez réagir dans un instant sur les éléments que l'on va voir, puisque c'est bientôt le retour sur l'actu. Commençons ce retour sur l'actu avec une collaboration entre des éleveurs de moutons et RTE, Réseau de transport d'électricité. Cela se passe à Brienne-la-Vieille. Le site de la Pelouse, zone écologique d'intérêt européen, bénéficie d'une expérimentation pour remplacer le traitement mécanique de la végétation par plus de 60 moutons.
Objectif affiché, favoriser le retour d'insectes et à noter, chacune de ces débroussailleuses naturelles est capable d'ingurgiter 10 kg d'herbe par jour. Autre actualité, connaissez-vous, je pose la question à nos invités, la ruche qui dit oui? Ah, il y en a un. En fait, derrière ce nom se cache un drive rural. Oui, j'ai bien dit, un drive rural. Le mois dernier, à Ausson, 12 producteurs ont inauguré leur nouveau local de distribution. Comme toujours en campagne, c'est très simple. Il s'agit du garage de l'une des adhérentes. Alors, des légumes à la viande, la distribution se déroule tous les 15 jours. Et désormais, c'est à couvert par tous les temps. Et si peut-être notre invité le connaît, le petit brasseur, en quelque sorte, c'est peut-être parce que justement, il travaille surtout avec des producteurs locaux. Dernier choix d'actualité, le 20 mai dernier, une délégation du ministère de l'Agriculture serbe s'est rendue à Vaud. Alors, ils ont visité une nouvelle fromagerie de fabrication de chaours, apportant surtout un regard plus intéressé sur le contrôle qualité, les autocontrôles et les contrôles internes. À présent, une autre découverte des coulisses du monde agricole grâce à la rubrique « Comment ça marche ?» Cette fois-ci, destination l'Hérissé. Au Rissé, le viticulteur Olivier Oriot a choisi d'installer 3 stations météo à proximité de ses parcelles. Le sol, le temps, évidemment, ça compte pour les agriculteurs et les viticulteurs. Mais pourquoi a-t-il fait le choix d'installer ses propres stations météo et comment ça marche? Réponse en images. Au Rissé, lorsque Olivier Oriot se rend dans ses parcelles, il observe les pieds de vigne, mais aussi le ciel. On est dépendant de la météo, c'est le jeu de notre métier. Un jeu qu'Olivier prend très au sérieux. Sans être particulièrement passionné de météorologie, il a investi dans des stations de mesure. Il y a une batterie qui est alimentée par un capteur solaire. En temps réel, ça relève la pluviométrie en millimètres qui correspondent donc à des litres d'eau par mètre carré. Là, c'est la température sèche. On a le capteur de température humide. En gros, c'est la température ressentie. Et dans la vigne, on a un capteur d'hygrométrie. Olivier Oriot s'est équipé de 3 stations. Leur avantage, la proximité avec ses vignes. Par exemple, la station de Météo France va dire il est tombé 10 mm au Rissé. Sauf que ici, dans cette parcelle, j'ai eu 30 et dans mon autre parcelle, j'ai eu 10. Je sais qu'après 20 mm d'eau, mon traitement est lessivé. Donc je vais décider de traiter cette parcelle et pas l'autre. J'ai des décrochages possibles mildiou dans cette parcelle alors que partout autour on nous dit qu'il n'y a pas de risque mildiou. Ces mesures sont transmises automatiquement 2 à 3 fois par jour à un serveur. Où qu'il soit, Olivier Oriot peut consulter les relevés. Des options permettent même d'aller plus loin. On a un outil d'aide à la décision sur différentes maladies. Ce qui m'a plu, c'est de pouvoir vraiment déclencher un traitement sur une parcelle et pas sur l'autre. Ça remplace pas l'observation de terrain, bien sûr, mais par contre sur des points très précis comme la rosée, si on prend en compte que les millimètres classiquement, on pouvait avoir des décrochages de mildiou. C'est déjà arrivé grâce aux stations, ça arrive beaucoup moins, donc j'en suis très content. Un outil complémentaire qui devient peu à peu indispensable. Au Rissé, 8 pluviomètres ont été installés afin que l'ensemble des vignerons accèdent à un minimum de données météo. Olivier Lucier, avant de voir le sujet suivant et la rubrique suivante, un mot tout de même sur la météo. L'an passé, c'était difficile. Comment ça se présente cette année pour la culture d'orge ? Alors comme M. Oriot, viticulteur, effectivement la production des orges est complètement dépendante de la météo et tant que la récolte n'est pas terminée, je dirais qu'une qualité de récolte n'est jamais acquise. Aujourd'hui les feux sont au vert, globalement pour les orges d'hiver ça se présente plutôt bien, mais le manque de pluviométrie que nous connaissons maintenant depuis quelques semaines peut éventuellement limiter la production des orges de printemps. Donc nous sommes aujourd'hui encore dans l'expectative, je dirais, des conditions météo à venir. Donc c'est très important l'orge. Par exemple, dans votre groupe, ça représente combien de personnes ? Écoutez, aujourd'hui près d'1 tonne sur 4 produite dans le groupe Vivessia et de l'orge. Et effectivement, pour l'essentiel, la destination de nos activités de malterie. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'orge, comme tous les autres produits agricoles sur notre zone, c'est un vrai bassin d'emploi. Et en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le groupe Vivessia, c'est pas moins de 2500 personnes qui travaillent sur les métiers de l'agriculture dans la région. Tout de même. Merci. Dernière partie de cette émission, toujours avec vous, Vivessia. Ce, de façon étonnante, c'est la rubrique Contre-champ.
Alors, si savourer de la bière, c'est un plaisir, savourer du champagne, c'est aussi un plaisir, et toujours avec modération. Et d'ailleurs, Béatrice Richard a le don d'élever ce moment vers l'excellence. Une nouvelle fois, elle nous propose une dégustation insolite, cette fois-ci dans un lieu serein et merveilleux à la fois. Et vous allez très vite comprendre le lien avec Vivessia. Eh bien voilà, nous nous retrouvons dans la Marne, pas très loin de Louvois. En plein préparatif pour pouvoir s'envoler. S'envoyer en l'air, non, je n'oserais pas, mais en tout cas s'envoler pour cette dégustation insolite, 4e édition. Pour mémoire, rappelez-vous, la première fois, nous étions dans une cadole à Essois au vignoble expérimental. La deuxième fois, nous étions au clocher de Champignol-les-Mondeville avec Monsieur Dumont, le carillonneur. La troisième fois, nous étions à l'intérieur d'un pressoir à main inclinée avec Pierre-Éric Joly. Et là, nous avons décidé qu'il y en avait assez des espaces confinés et nous allons nous éclater au grand air. On va commencer à attacher l'enveloppe après la nacelle. Après, on va la ventiler avec de l'air froid et on réchauffera l'air pour la faire monter. Ouais, c'est la même toile qu'un parachute. On a tourné le peuple migrateur. Elisabeth Taylor. Maintenant, oui. Béatrice. Et il y en a qui est déjà parti. Nous nous retrouvons avec Alain, notre pilote émérite s'il en faut. Nous lui avons confié nos vies. Donc là, il a quand même un gros dossier à porter. Nous avons avec nous Claude, qui représente Vivessia, et puis bien sûr Valérie, notre directrice Terres et Vignes. On va se télescoper. Une coupe de champagne. Salut la Montgolfière Vivessia. Et ben voilà les vignes, ça y est. Nous voilà au-dessus du vignoble. Bon appétit! Ah, c'est l'heure de se mettre à table. Pour nous, c'est pas gagné. Par contre, on va pas tarder à s'offrir l'apéritif, je pense. On a l'impression qu'on va rentrer dans les maisons. Ah, le petit garçon, il a dit viens, c'est trop marrant. On voit bien les années de plantation. Particularité de la Marne, c'est-à-dire des petites parcelles, contrairement à la Côte des Bars. Ils ont élancé les brins. Ça, c'est une très vieille vigne, ça. Ah, voilà les céréales. On va enfin découvrir les grandes parcelles. Et la première parcelle, ça doit être une parcelle de blé. Il y a même des coquelicots. Claude, pourquoi une montgolfière pour faire la promotion du Vivessia? Tout simplement parce que la montgolfière Vivessia, c'est un vecteur de communication super sympa, vu par énormément de personnes, avec une image très positive. Original et innovant. Et puis à l'image du groupe, où nous avons une philosophie de capitalisme patient. Aujourd'hui, on est plutôt guidé par les consommateurs. Donc quelque part, on suit un petit peu ce courant, un peu comme la montgolfière. Ah bah voilà, elle est bonne. Oui, bon. À la tienne. À la vôtre. À la vôtre, Alain. Allez. Merci. Merci Alain, merci Claude. C'est Claude qui t'en remercie. Pour ce magnifique instant, pour ce moment de rêve. Comme d'habitude, nous avons une mise en scène absolument parfaite pour nos petites chroniques. Regarde les arbres. Hop. On pourrait manger des cerises. Elles sont pas mûres. C'est sympa une petite coupe comme ça. Le champagne n'était pas assez frais, mais il était tellement bon de par l'environnement, de par l'expérience que nous venons de vivre. C'était quelque chose, une parenthèse dans notre vie. Bon, en tout cas, vous avez fait plaisir à quelqu'un, Jean-Olivier L'Huissier, mais pourquoi Vivessia s'est lancé dans une montgolfière pour communiquer auprès du grand public? Eh bien, écoutez, premier point, c'est un moyen insolite de déplacement. Je confirme. Et un excellent moyen pour se faire connaître et je dirais en pleine cohérence avec notre sensibilité au développement durable. Stéphane Tadisac, merci. Je reviens sur un point qui a été évoqué. Comment se fait-il que l'orge de l'Aube soit exportée à l'autre bout du monde? C'est grâce à sa qualité et ses capacités à être transformée en malt. Grâce à des organismes stockeurs comme Vivessia, qui est notre principal fournisseur, nous avons une régularité, même si nous avons les aléas climatiques, comme l'évoquait Jean-Olivier, nous avons une régularité de production et de qualité qui permet d'assurer à nos clients, tout au long de l'année et au fur et à mesure des récoltes, un malt qui leur permettra de produire une bière régulière. Alors excusez-moi, mais pour moi l'orge c'est un produit, une culture standard
Et ici, il se démarque par sa qualité. Pourquoi? Tout à fait. C'est le suivi, c'est votre proximité? Les orges de l'Aube sont reconnus mondialement pour leur qualité, particulièrement les orges d'hiver. Bien, une dernière question pour vous, Jean-Bernard Guyot, vous qui brassez, créez des bières à partir du malt et de l'orge, peut-être de l'orge au bois. Est-ce que vous confirmez cet engouement pour ce produit qui peut peut-être concurrencer le vin, on l'a compris dans le sujet, peut-être pour les saveurs? Je confirme, oui, l'engouement de la bière spéciale et artisanale. À partir du moment où une personne consomme une bière spéciale, elle cherche à en goûter d'autres et ne revient plus sur des bières standards ou des pils habituels, quoi. Vous qui avez peut-être, pardon je vous coupe, mais vous qui avez peut-être plus de contact direct avec les clients, est-ce que vous vous rappelez que c'est un produit issu de l'agriculture? On le rappelle parfois parce que certaines personnes ne font pas le lien entre l'orge et la bière, c'est pas systématique. Bon, comme quoi c'était utile cette émission. Prochain rendez-vous, on parlera sans doute de la route du Champagne en fête 2015 qui se déroule cette année au Rissé les 1er et 2 août. C'est à marquer sur votre agenda. Merci à nos invités, merci à vous et à très bientôt.